encore une fois, merci à Aurore hein, de m'inviter pour vous présenter ce travail, cette recherche sur les ciganos d'esprit dans la religion afro-brésilienne d'Umbanda. Donc, je vais lancer en principe. Voilà, alors là, c'est une cérémonie d'Umbanda, justement, en introduction, pour que je vais vous en montrer bien d'autres. Alors, au Brésil, il y a des ciganos de sang, des vrais, et il y a aussi ce qu'on appelle des ciganos d'esprit. C'est ce que je vais vous expliquer. Alors, les ciganos de sang, il y en a entre 800 000 et 1 million au Brésil. Ce sont essentiellement des calons et des ronds, donc des Roms et des Calais. Et leurs ancêtres sont arrivés au Brésil à différentes époques et sous différents statuts. Alors, on va repartir au Portugal avant d'arriver au Brésil, bien sûr. Et sous ce roi, Dom Jean II, vont arriver un certain nombre de grégos, en fait, un certain João Grego, Pedro Anes Grego, Lopo Grego, fils de Stéphane Grego, et un certain Soto, capitaine dos ciganos. C'est d'ailleurs la plus ancienne mention du mot cigano en Europe occidentale, en tous les cas. Elle arrive au Portugal, alors qu'en Espagne, on n'en parle jamais, ni en France, ni en Italie. Donc, c'est assez curieux. Euh, ils arrivent à une période tout à fait importante de l'histoire, qui est la prise de Grenade, donc en 1492. Les rois catholiques expulsent les Juifs, leur proposent la conversion, et ceux qui ne veulent pas se convertir, ils les expulsent. Et en fait, le roi du Portugal les invite parce que ça l'arrange d'avoir un certain nombre de personnes qui pourraient apporter des compétences au Portugal. Et il y a à la même époque le traité de Tordesilhas, vous voyez sur la carte, qui le pape a partagé, disons, le monde entre les deux découvreurs principaux, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal. Donc le Portugal s'étend vers clair et l'Espagne, voilà. Donc le Brésil, en fait, qui n'est pas encore découvert officiellement, vous voyez, c'est un tout petit bout du Brésil à l'époque. En, En 1496, en fait, le nouveau roi du Portugal, Dom Manuel, veut marier une de ses filles à un fils des rois catholiques ou le contraire, je ne sais plus si c'est le fils ou la fille. Et du coup, bah, les rois catholiques lui disent bah, il faut expulser les Juifs. Mais bon, il est toujours pas très chaud pour expulser les Juifs. Et donc, au moment où beaucoup de Juifs sont sur les quais pour partir sur des bateaux, des prêtres viennent ou des moines les baptiser avec de l'eau bénite, comme ça, à la volée. Et donc, ils vont devenir ce qu'on appelle les cristãos novos, les nouveaux chrétiens. Donc, étant baptisés, ben, ils ne peuvent plus partir. Donc, ils restent au Portugal. En 98, c'est le chemin vers l'Inde qui est découvert. Et en 1500, la découverte officielle du Brésil. Donc, ces fameux grégos qui arrivent au Portugal et ces capitaines des ciganos arrivent vraiment à une période tout à fait exceptionnelle de l'histoire. Voilà, alors ce Dom Manuel, peut-être vous connaissez Lisbonne, voilà la tour de Belém, de Bethléem, donc, qui est en style manuélin, donc un style inspiré par les découvertes. Alors, en 25, devant le roi Jean III, un
un poète, enfin un auteur très très connu de l'époque, Gil Vicente, fait des petites pièces de théâtre pour la cour et il va écrire une pièce qui s'appelle A Farce das Ciganes, la farce des ciganes. Ils disent, nous venons de Grèce, nous sommes issus de la noblesse par Dieu et notre sort, le sort a été contre nous et nous a perdus dans des terres étrangères. Ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, il a une orthographe qui marque un peu l'accent de ces personnes, des ciganas, qui en fait zozot, de Grèce sumus, hidalgas por Dios, nostra ventura, etc. Ce qu'on retrouve dans certains écrits en Espagne aussi à la même époque. Alors, en 25, la même année, eh ben, il fait un décret en disant qu'il ne veut plus qu'il rentre de Cigans dans le royaume et que ceux qui ils sont là, qu'on les fasse sortir. Voilà. Alors, en 38, il recommence et dit, je ne veux plus qu'il rentre aucun cigane, aussi bien des hommes que des femmes, dans mes royaumes et mes domaines. Mais s'il y en a certains qui sont naturels, c'est-à-dire nés dans mes domaines et mes royaumes, à ce moment-là, on ne les expulsera pas et on va les dégréder pendant 2 ans en Afrique. Voilà, alors c'est l'époque aussi où vont s'installer tous ces comptoirs en Afrique et en Asie aussi. Donc, le degredo, qu'est-ce que c'est? Le degredo, c'est en fait, ça veut dire décret, qui est une expulsion, une sorte de déportation, qui est soit temporaire, soit à vie. Et entre 1530 et 1720, environ 42 500 délinquants mineurs, prisonniers politiques et religieux, donc des cristãos novos, dont on soupçonne qu'ils continuent à pratiquer le judaïsme, essentiellement des hommes, sont débarqués sur les côtes d'Afrique, mais là, on va parler du Brésil. Et le but, c'est de nouer des contacts avec les indigènes, d'apprendre la langue. Voilà, alors donc, des fois, on laisse des gens pendant 2 ans, des fois pendant 5 ans, et des fois, ils sont dégradés à vie. Mais tous ces délinquants mineurs et prisonniers sont bien sûr pas tous des ciganos ou des grégos. Alors, on encourage aussi le métissage. La couronne du Portugal encourage le métissage. Et en fait, ce qu'on avait appelé les mamelouks, c'est-à-dire les métis d'Indiens, de femmes indiennes et d'hommes blancs, et qu'on appelle aussi caboclos, vont être très utiles, enfin, vont participer à la capture d'esclaves, d'Indiens pour les mettre en esclavage. Alors, maintenant, voici ce roi, Don Sébastien. Euh, voilà aussi un décret, un degredo. Il veut envoyer ce João Giciano, qui est natural, ça veut dire né dans le royaume de Grèce, pour 3 ou 4 ans au Brésil. Et puis le même roi, Don Sébastien. Alors, il a un certain João de Torres, qui est cigano et qui est dans la prison du Limoeiro. Mais alors, il veut l'envoyer aux galères. Le problème, c'est il est, il a un problème au bras. Et donc, celui-là, ce João de Torres, je lui demande si il peut commuer sa peine de galère pour un degredo vers le Brésil. Et donc, Don Sébastien l'envoie avec sa femme et ses enfants pour 5 ans au Brésil. Alors, est-il arrivé au Brésil? Il faut dire que sur ces bateaux, on mourait comme des mouches, hein, c'était terrible. Et est-il arrivé? On n'a pas eu d'autres nouvelles. Voilà. Alors, en 1550 arrivent les Jésuites au Brésil, qui eux s'opposent à l'esclavage des Indiens et créent les missions. Vous avez peut-être vu ce film Mission qui se passe à la frontière du Paraguay. Et arrivent à ce moment-là aussi les premiers navires de colons portugais qui arrive à Salvador de Bahia, qui est en fait la première capitale du Brésil. À ce moment-là aussi commence la traite négrière, parce qu'en fait, les Jésuites faisant obstacle à, à l'esclavage des Indiens, et s'apercevant que les Indiens ne sont pas tellement efficaces non plus, parce qu'ils ne sont pas des agriculteurs, ils vont chercher en Afrique, donc dans deux grands pôles, disons, ce qu'on appelait les Soudanais, donc toute cette région d'Afrique de l'Ouest, et aussi
Les Bantous, essentiellement en Angola, au Mozambique, là où, Congo, énormément. Voilà. Donc, il y aura plusieurs vagues et de plusieurs endroits de l'immigration brésilienne. Alors là arrive au Brésil aussi le tribunal d'inquisition, hein, pour savoir ce qui se passe avec ces fameux chrétiens nouveaux qui sont en fait des juifs qui continuent à pratiquer en secret le judaïsme. Et là, voilà, dans une déposition d'une certaine cigane qui dit elle ne sait pas, elle s'est pas signée. Elle est Christanvel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas d'origine juive. Elle est née à Lisbonne et elle est veuve et elle a 50 ans. Voilà. Et alors, en fait, elle va dénoncer une certaine cigane violente alias Maria Fernandez, qui elle a été dégradée au Brésil parce que elle dit qu'elle est venue de sa propre volonté au Brésil, hein. Et elle dénonce aussi une autre, Maria Gonçalves, qui a comme surnom, euh, euh, elle a les fesses qui brûlent, elle a le feu aux fesses et qui a été dégradée aussi parce qu'elle était une sorcière, etc. Donc cette cigane, alors, c'est pas celle que vous voyez sur la photo, ça c'est une photo que j'ai prise, je dirais, il y a presque une soixantaine d'années à Bahia, justement. Et donc, cette cigane qui est venue de son propre gré, elle va dénoncer des ciganes qui ont été dégradées. Alors, ces fameux gregos qu'on va appeler au Brésil les gringos, parce que l'influence du tupinamba, qui est la langue indigène la plus répandue, est extrêmement nasale. Et d'ailleurs, le portugais du Brésil est surnasalisé par rapport au portugais du Portugal, qui est déjà très nasal aussi. Alors, ces gringos vont devenir des commerçants, des artisans, des marchands de chevaux et des marchands d'esclaves. Ça, voilà cette illustration de Jean-Baptiste Debré au Brésil qui montre donc un riche marchand d'esclaves, Calon, avec ses esclaves à vendre. Certains de ces grégos, de ces gringos, des ciganos, donc, reçoivent des terres à défricher, à cultiver. Et là encore, une illustration de Jean-Baptiste Debré d'un couple de ciganos qui part pour les champs avec leurs esclaves qui portent leur parasol ou leur parapluie, puisque il fait ou trop chaud ou il pleut beaucoup au Brésil. Voilà. Alors donc, on a vu que certains sont venus comme degredados, d'autres sont venus comme colons, tout simplement, et d'autres ont été exilés du Portugal. Alors donc, sous la pression des invasions napoléoniennes, le roi du Portugal, Jean VI, ordonne le transfert de toute la cour et de tous les serviteurs, soit environ 10 000 personnes, donc pour Rio de Janeiro. Donc, ils s'embarquent sur des bateaux, c'est assez incroyable. Et donc, il y a un roman qui a été écrit à peu près un petit peu plus tard qui dit, c'était du temps du roi, le temps où le roi du Portugal était au Brésil. Avec les émigrés du Portugal sont venus aussi cette plaie des ciganos, des gens qui sont paresseux, qui ont peu de scrupules, et la poésie de leurs coutumes et de leurs croyances, dont on parle beaucoup, ben, ils l'ont laissé de l'autre côté de l'océan. Ici, ils ont apporté leurs mauvaises habitudes et leurs ruses, etc. Voilà. Alors, certains de ces cigans qui sont arrivés avec le roi du Portugal deviendront huissiers de justice, meirinhos, et ça jusqu'en 1970 environ. Vous aurez des familles qui vont se transmettre cette charge d'huissier de justice. D'autres seront porte-parole du roi et beaucoup continueront à être marchands d'esclaves. Et certains vont même être tellement riches qu'ils vont contribuer à payer le mariage du premier empereur du Brésil, donc le fils de ce roi, avec une Habsbourgeoise. Alors donc, on a des degredados, des colons, des exilés et aussi des immigrants. Donc, de la seconde moitié du 19e siècle à la première moitié du 20e siècle, beaucoup d'immigrants européens et beaucoup de familles roms, donc Calderas, Jorajane, Machuaya, s'installent au Brésil, et certains avec des passeports ottomans, ce qui fait que dans la littérature brésilienne, par exemple chez Jorge Amado ou chez d'autres, on va trouver souvent la figure du turco, le turc, qui en fait souvent sont en fait des ciganos. Voilà. Donc, ces citoyens brésiliens qui descendent de tous ces clans sont entre
800 000 et 1 million, il n'y a pas de statistiques très précises. En 2006, le gouvernement institue le 24 mai, jour de Sainte Sarah, comme Dia Nacional do Cigano, le jour national du cigano. Et regardez un petit peu les vêtements et regardez le dress code dans les années 70, avant que des anthropologues et des ethnologues s'intéressent à eux. Voilà, ils sont habillés comme n'importe qui dans la région qu'on appelle le vêtement de caipira, hein, à l'intérieur du Brésil. Les gens de la campagne étaient habillés comme ça à cette époque, tout à fait de la même façon. Alors, avant qu'on continue, est-ce que vous voulez me poser des questions éventuellement? Non? Non? Bon, alors je continue? Je Vas-y, continue. vas-y. Bon, ok. Alors maintenant, je vais vous parler des ciganos d'esprit dans l'Umbanda. Mais d'abord, qu'est-ce que l'Umbanda? Alors, au Brésil, du fait d'une importante population africaine issue de deux vraiment cultures très différentes, celle de c'est ce qu'on appelait les Soudanais, qui n'a rien à voir avec le Soudan actuel, et la culture des Bantous, vont se développer un peu partout des cultes qui vont se mélanger avec le catholicisme essentiellement. Donc, le plus connu, le plus important, c'est le candomblé, qui est surtout dans la région de Bahia. Mais aussi, donc vous voyez, il y en a énormément hein, selon ben, l'origine des populations et selon les régions du Brésil, vous avez toutes sortes de différentes religions afro-brésiliennes. Les deux plus importantes sont le candomblé donc, et l'Umbanda. Alors, l'Umbanda, je ne vais pas vous parler du candomblé, ça mériterait tout autant d'explications que tout ça. L'Umbanda, c'est un syncrétisme entre les chamanismes indigènes, sachant qu'il y a aussi différentes tribus, différentes cultures indigènes au Brésil, entre le catholicisme et le culte des orishas et des incas. Alors les orishas, c'est les divinités dédiées soudanais, en fait c'est le Nigeria, le Togo, le Bénin, etc. Et les incas, c'est les divinités des Bantous, plutôt de l'Angola. Alors voilà, les orishas, alors ces orishas et incas vont un peu être fusionnés aussi. Et au Brésil, on va beaucoup parler de Orisha. Donc, ce sont toutes ces divinités qui sont très importantes et qui marquent aussi beaucoup le calendrier au Brésil. Par exemple, la fête de Iemanjá, c'est le 2 février. Ce sont des grandes fêtes au Brésil, etc. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'important aussi, c'est que en plus de ce syncrétisme divers, il va y avoir aussi une forte influence du spiritisme. Alors, cet Alain Kardec, qui était un Français, qui s'appelait en fait Hippolyte Rivail, va codifier la doctrine spirite dans ce fameux livre des esprits, où il se fait dicter par des médiums hein, qui vont recevoir des esprits avec les tables qui tournent, etc. Et ben, qui sont ces esprits, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui... voilà. Alors, au Brésil, le spiritisme est considéré comme une religion d'utilité publique et il y a une puissante fédération de spiritisme qui possède des crèches, des hôpitaux, des écoles et des chaînes de télévision. C'est très important. Alors, comment va naître cette Umbanda? En 1908, un jeune homme de 17 ans, issu d'une famille catholique blanche de classe moyenne, il se prépare à s'enrôler dans la marine. Et alors, il a des troubles tout d'un coup assez étranges. Il est paralysé, enfin, il a des troubles. Alors, on l'emmène chez le médecin, on l'emmène chez les curés, et on n'arrive pas à voir ce qu'il a. Donc, ses parents décident de l'emmener à une session de spiritisme qui était plutôt vraiment fait par des populations d'origine européenne. Hein. Euh, c'était pratiqué surtout dans ce genre de famille. Alors, au cours de cette séance, il va incorporer, donc dans les séances, on incorpore des esprits, hein, les médiums, et l'esprit d'un Indien qu'il appelle le caboclo. Donc, vous vous souvenez, le caboclo, c'est souvent le métis, hein, de sept encruzilhadas, ça veut dire des sept croisements de chemin. Puisque dans la vie, au fond, on est toujours à des croisements de chemin. Est-ce que je vais prendre ce boulot ou celui-là? Est-ce que je vais
faire ceci ou cela, est-ce que je vais faire mes courses ou est-ce que je fais le ménage? Enfin, on a tous les jours, on est devant des encruzilhadas, des croisements de chemins. Et il incorpore aussi des esprits d'anciens esclaves, des preto velho, preto ça veut dire noir, des vieux noirs, et qui sont considérés comme inférieurs et qui n'avaient absolument pas leur place dans les séances kardécistes très blanches. Donc en fait, d'habitude, on incorporait, je sais pas, des grandes personnalités, Napoléon, euh, euh, enfin Blanche de Castille, des grandes personnalités de l'histoire souvent européenne. Alors, le fameux caboclo des sept croisements, par la bouche de ce jeune homme, annonce la création, le 15 novembre, d'une nouvelle religion qui s'appellera Umbanda et où les esprits considérés comme inférieurs pourront délivrer leur message. Alors, l'Umbanda s'inspire bien. En réalité, il y a d'autres cultes syncrétiques antérieurs, tels que le Kalundun, la Kaboul. Et en fait, la véritable innovation, c'est l'introduction du kardécisme. Alors, comment ça fonctionne? Les entités spirituelles, c'est-à-dire les âmes des défunts, qui sont issues de classes sociales populaires, sont considérées comme des guides spirituels dans l'Umbanda. Ces entités spirituelles sont invoquées lors de séances rituelles, qu'on appelle des giras, et des médiums les intègrent, les incorporent en état de transe. Alors, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne. Par exemple, pour l'incorporation d'un Indien. Alors aussi, on incorpore, c'est très fréquent, les bébés, les âmes des bébés. Donc des bébés qui sont morts-nés ou des petits-enfants qui sont morts très jeunes. Mais aussi les marins. Marinheiro, só eu não tenho amor. Marinheiro, só eu sou da Bahia. Marinheiro, só oi de São Salvador. Marinheiro, só oi, marinheiro, marinheiro. Mais aussi des cow-boys. Attendez, c'est pas ça. Je reviens en arrière. Voilà. Les cow-boys. Voilà. Et bien sûr des ciganos. É o povo que tem a alegria, que faz a magia, que vem pra dançar. A cigana balança a saia, ela cai na ganda e se põe a rodar. O cigano com inspiração e a viola na mão faz o som ao luar. Essa festa é tão linda de ver, traga as flores presas num buquê, pros ciganos homenagear. Povo cigano é vida com liberdade. Voilà. Alors, en fait, l'âge, le sexe, la race, enfin, ou l'origine n'a aucune importance. Par exemple, une femme blanche peut incorporer un prétouvel, l'âme d'un vieil esclave noir. Là, je vais vous montrer un exemple. Là, vous la voyez au fond, elle est assise avec un chapeau et
une pipe, ce qui est les attributs du Pretuvelio. Et les gens vont venir lui demander des conseils, en fait. Quand on incorpore un esprit, une entité, un guide spirituel, l'assistance va venir demander des conseils. Parce que justement, les personnes sont devant un croisement dans leur vie, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Et donc, voilà un petit peu ce que demande l'assistance. Voilà, donc cette femme blanche a incorporé l'esprit d'un homme noir, un vieil homme noir. Donc, de la même façon, on pourra incorporer un esprit de cigane, ou peu importe si vous êtes euh, noir, si vous êtes un enfant, si vous êtes un vieillard, vous pouvez devenir l'esprit d'une femme cigane, jeune éventuellement. Voilà. Alors, toutes ces entités spirituelles sont organisées sous la direction d'un orisha. Donc les orishas, ce sont ces divinités d'origine africaine. Donc ce sont des lignes de travail, des légions, des phalanges, comme une armée. Alors il y avait la ligne de Eshu. Eshu, c'est un orisha, c'est-à-dire originaire euh, de ce qu'on appelait les Soudanais. Et Pombagira, c'est un esprit qui, lui, est plutôt un Inki, c'est ceux des Bantous. Et donc, Eshu et Pombagira sont des... En fait, on les croise parce que l'un, c'est un mâle et l'autre, une femelle. Et ils ont des attributs un petit peu similaires. Alors, depuis les années, je pense, les années 1930, mais je n'ai pas pu assez creuser. Ah, zut. Il y avait déjà une Pombagira cigane. Donc, on appelait cette entité spirituelle lors de cérémonies, cette Pombagira cigane. Une ligne indépendante de ciganes émerge dans les années 1990, alors issue de différentes ethnies, les ciganos arabes, les ciganes ibériques, ceux de la famille royale cigane, ceux de l'Est de l'Europe. Ah zut, les ciganos latinos, latins, donc voilà. Et puis les ciganos expurgos. Alors expurgos, ça veut dire ceux qui ont été rejetés ou ceux qui sont naturalisés, qui ne sont pas des vrais, mais qui vivent parmi les ciganos qui ont vécu, hein, puisqu'il s'agit d'âmes donc de défunts en fait, en réalité. Voilà. Alors, voilà quelques esprits de ciganas. Vous voyez, il y en a toutes ces lignes, ces phalanges. Donc, selon les cérémonies, vont être incorporés des esprits de toutes ces ciganes qui sont voilà, nommées là. Alors, elles ont chacune une biographie. Alors, voilà, par exemple, cette Dalila, elle est morte entre 19 et 20 ans. Elle a été mordue par un serpent et elle devait justement se marier. Alors, malgré son histoire tragique, elle travaille dans l'Umbanda. Ça s'appelle un travail, hein, les esprits, les entités spirituelles font un travail. Et elle sait lire les lignes de la main, tirer les cartes. Elle fait des rituels de purification. Elle peut jeter des sorts aussi. Et comme cadeau, parce qu'en général, on leur offre des cadeaux, un verre de vin, une bougie rose, ça lui suffit. Voilà, la cigane Dalila. Alors, comment ça se passe? Quand un médium incorpore un esprit, on lui demande qui es-tu? Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Quelle a été ta vie? Et c'est comme ça qu'on va retracer la biographie de ces esprits de défunts, soi-disant défunts. Alors, Aurora, elle est née en Turquie. Elle appartenait à un clan comme Rome, qui vendait des bijoux et de l'argent. Elle a vécu une partie de sa vie en Inde, puis elle a traversé la France, l'Espagne, etc. Voilà, donc ça c'est Aurore. Donc chacune de ces ciganes dont je vous ai cité les noms, montré les noms, a une biographie. Alors ça, ce sont pour les hommes, hein, des ciganes, donc tout cela, et encore, et c'est pas exhaustif. Voilà. Alors, par exemple, Cigano Ramirez. Alors, lui, il est de la lignée orientale. En 1584, lors d'un voyage en train, bien sûr, à l'époque, il n'existait pas de train, il est avec ses parents, sa jeune sœur, et il y a un accident, toute la famille meurt. Ensuite, il est recueilli par un oncle et il va épouser une certaine Zanaïr. Alors, lui, pour faire son travail, il utilise deux miroirs triangulaires pour la guérison et la santé.
On les place au sol, une nuit de pleine lune, une extrémité orientée vers le sud. Le dévot doit ensuite déposer une bougie blanche, placer un verre d'eau contenant un œillet et demander de guérir le malade. Voilà, donc ça c'est le cigano Ramirez. Alors Vladimir, lui, il avait une sœur jumelle, il protège les travailleurs, on l'invoque pour trouver du travail. Voilà, alors, bon, pour l'invoquer, il faut écrire sa requête sur un papier vierge, la plier, prendre un melon, retirer les pépins, le placer sur une assiette en carton doré, glisser le papier à l'intérieur du melon, mettre du sucre roux, mettre une grappe de raisin violet à côté de l'assiette. Après, il faut aller en pleine nature, poser l'assiette au sol, allumer une bougie rouge, et puis au moment de la lune croissante, et ensuite il faut éteindre la bougie et jeter le melon à la poubelle quand on fait sa requête. Alors là, on va nous parler de... Você conhece o cigano Vladimir? Ele é uma das entidades espirituais mais conhecidas na linha dos ciganos, dentro da Umbanda e outras vertentes espiritualistas. Com sua força vibrante, ele representa a liberdade, a justiça, a proteção e a prosperidade. Sempre elegante e sábio, Vladimir trabalha com elementos como cristais, fogo, vinho e danças para abrir caminhos, curar e fortalecer quem o invoca. O cigano Vladimir não é apenas um espírito, mas uma força que inspira coragem, amor próprio e independência. Seu culto é alegre, cheio de cor e magia cigana. Se você sente afinidade... Voilà, donc là, il a toutes sortes de capacités, cette entité spirituelle, le cigano Vladimir. Voilà. Alors, tous ces esprits, que ce soit des prétuvelhos, des caboclos, des marins, des bébés, etc., sont invoqués dans des sortes de temples qu'on appelle terreiro, donc terrain plutôt, et dans des giras. Gira, ça veut dire tourner, hein, dans des giras, et donc certains terreiros, beaucoup de terreiros font. Alors le lundi, par exemple, c'est le preto velho qu'on va invoquer. Le mardi, on va invoquer les caboclos. Le mercredi, on va invoquer les bébés, etc. Donc il y a des jours pour invoquer telle ou telle entité spirituelle. Et certaines sont spécialement des giras, spécialement dévouées aux esprits ciganos. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble parce que c'est toujours assez différent. Alors, un autre style complètement différent, un terreiro très différent.
encore un autre genre de terreiro. Alors, il y a un terreiro à Rio qui a été étudié par un ethnologue brésilien qui est très intéressant, qui s'appelle la Tzara Ramirez, donc qui elle est sous disons sous le chef du cigano Ramirez. Tzara, ça veut dire la tante en Roumanie, donc voilà. Alors, il y a toujours ce qu'on appelle le père pai de santo, ou mãe de santo, un père de saint, une mère de saint, c'est-à-dire ceux qui sont les propriétaires, pas les propriétaires, mais les prêtres principaux d'un terreiro. Alors, ils ont pris comme nom Tionorismir Ramírez et Amiedian Ramírez. Donc, c'est des ciganos de cœur, pai et mãe de santo, comme de la Tzara, qui sont spécialisés uniquement pour les esprits ciganos. Voilà. Donc, voilà par exemple à quoi ça ressemble une. Alors, on va allumer le soir la salamandre, c'est-à-dire ce feu-là. Alors, vous avez remarqué qu'il y a des tambours là qu'on appelle les atabaques en général, donc et puis des chants qu'on appelle les pontos. Donc, ce sont des chants sacrés qui sont rythmés par ces fameux atabaques et chaque entité spirituelle a son propre rythme. Donc, ça sert à appeler les entités, à les maintenir dans le corps du médium, donc les médiums vont les incorporer, c'est-à-dire rentrer en transe, hein, et aussi à arrêter, à renvoyer l'entité là où elle doit retourner. Donc les atabaques, les atabaques, voilà, ils ont des noms très particuliers, Ron, Rompi et Lé. E lá, quelqu'un vai nos expliquer. A força do atabaque na Umbanda, frequências, vibrações, conexões espirituais. O atabaque na Umbanda é muito mais do que um instrumento musical. Ele é um portal vibracional que conecta o plano espiritual ao material. Suas batidas ressoam em frequências específicas, ativando e harmonizando energias tanto no ambiente quanto nos médios e consulentes presentes. O poder das ondas sonoras, cada toque no atabaque emite uma vibração que interage diretamente com o campo energético e eletromagnético das pessoas e do espaço. Essas vibrações, elas não são aleatórias.
Donc, il explique qu'en fait, ça émet des vibrations qui se connectent avec le monde spirituel, etc. Alors voilà, il y a des pontos pour les preto-velhos, des pontos pour les caboclos. Il y a même aussi donc des entités spirituelles qui sont les chauffeurs de camions. Donc, il y a des pontos pour les chauffeurs de camions, pour les marins, etc. Et voilà des exemples de pontos, donc de chants pour les ciganos. Salve todo o povo cigano! Salve a cigana sulamita! Salve! Uma cigana leu a minha mão. Meu Deus, eu não sei quem é. Uma cigana leu a minha mão. Meu Deus, eu não sei quem é. É sulamita, é sulamita, é sulamita, uma cigana de fé. É sulamita, é sulamita, é sulamita, uma cigana de fé. Voilà. Alors, il y a aussi, peut-être vous avez remarqué, quand cette femme a incorporé l'esprit d'un preto velho, donc d'un esclave, d'un vieil esclave noir, elle a tracé quelque chose sur le sol. En fait, ça s'appelle les ponto riscado, tracé, donc, qu'on trace avec une craie particulière qu'on appelle la pemba. Et donc, quand un médium incorpore un esprit, il va tracer sur le sol des symboles qui vont... Elisabeth? Ah, Oui, ça voilà, y est? ton micro était coupé. Oui, oui, j'ai vu que sans faire exprès, j'ai appuyé. Alors là, quelqu'un va nous expliquer comment on décode ça. Sou o Tata Mateus da Mulambo e nesse vídeo vamos falar da cigana Limisa. Essa cigana é filha da cigana Zanair com o cigano Ramires. Bom, no ponto dessa cigana. Donc, alors il va expliquer. Elle s'appelle Lémise et elle est la fille d'une cigane de Cigano Ramirez, de Cigano Zanaïde et du Cigano Ramirez. Parce que bon, tout ça a des enfants, a toute une généalogie aussi, qui est très compliquée. Alors, il nous explique ce que veut dire chacun de ces symboles. Mas que também traz associação ao reino da lira, tá? Conseguimos observar também uma cruz invertida e uma cruz em pé, tá? Essa cigana é uma cigana que está muito associada à música, está muito associada ao canto, está muito associada realmente à potência musical, ao alcance musical, ao progresso musical. Então é uma cigana que traz muita associação com isso, e por tal motivo ela está associada ao reino da lira. Ela também traz associação às montanhas, né? Alors, elle est associée à la musique, à la montagne, etc. Voilà. Donc, il va décoder ce que dit. Là, par exemple, sur l'image, vous voyez un preto velho. Voilà. Donc, ça, c'est quelqu'un qui est un preto velho, qui a donc signé hein, quel était sur quoi il travaille, quel était. Parce que chacun a son travail bien spécifique. Hein. C'est-à-dire vous aider à trouver du travail pour les problèmes d'amour, des problèmes de santé, etc. Donc, à chaque fois, chacun a ses spécialisations, on va dire. Alors, chaque entité a sa propre salutation aussi. Et Opcha, qui est supposé être le mot romani pour dire salut, est la salutation des esprits des gitans, des ciganos. Opcha! Salve povo cigano! Cigano, filho do vento, me mostra seu encantamento. Traz seu punhal, seu violino, com liberdade a caminhar. Carrega grandes mistérios e faz do céu o seu único teto. Quem é esse rei justiceiro? É Vladimir, esse grande guerreiro. Quem é esse rei justiceiro? É Vladimir, esse grande guerreiro. Voilà, là, il appelle Vladimir, hein, Vladimir.
Voilà. Alors, vous voyez, c'est décliné en t-shirt, en pendentif, même en tatouage. Donc, là, je vous montre que sur les ciganes, mais je pourrais vous en montrer autant pour les prétouvelles, pour les caboclos, pour les marins, etc. Voilà. Alors, il y a des hôtels domestiques, des fidèles ont un hôtel chez eux pour vénérer leur propre cigano, parce qu'on a son cigano préféré, on va dire. Voilà. Alors, lui, on va nous expliquer comment faire un hôtel domestique. Santa Sara. Então vem comigo montar um altar para o povo cigano. Localize um espaço e limpe com alfazema e Paulo Santo para fazer toda a limpeza e energização do local. Depois é só você ir colocando todos os elementos. Aqui nós forramos com um pano, colocamos essa imagem linda de Santa Sara, uma cigana e um cigano. Colocamos um porta-vela para proteger a vela de 7 dias, uma taça maravilhosa cheia de moedas para a cigana e um cálice para o cigano. E como estamos falando de altar cigano, não pode faltar o baralho cigano e também colocamos uma bola de cristal. O povo cigano é movimento, é energia e é prosperidade. Então nós colocamos um tacho com cobre, que o tacho ele é um condutor energético, e colocamos várias moedas porque queremos muita prosperidade. Oferecemos os vinhos e também acendemos as velas. Claro que no altar cigano tem que ter todos os elementos, então nós acendemos um incenso nesse porta-incenso de pedra-sabão lindíssimo. Agora é só você fazer as suas rezas e pedir do fundo do seu coração tudo aquilo que você precisa, e eu tenho certeza que o povo cigano irá te ajudar. Salve o povo cigano, salve Santa Sara. Dia 24 de maio é dia de saudar. Voilà. Donc, on va vénérer, faire des prières, faire des requêtes aussi. Voilà. Alors. Bon, bah alors, vous voyez, il y a tout ça pour faire les hôtels. Donc, il y a des supermarchés, il y a des petits magasins et des supermarchés où on vend tout ce qu'il faut, les statues, l'encens, les bougies, des vêtements. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce supermarché à Casa dos Ciganos. Casa do Cigano, amor e respeito à Umbanda, ao Candomblé, ao Axé. Voilà. Alors, les plupart des ciganos brésiliens, là, ce que vous avez compris, ce ne sont pas des ciganos, ce sont des ciganos d'esprit, des médiums qui incorporent des entités, des âmes de ciganos, soi-disant, qui sont morts il y a longtemps. Et donc, voilà. Donc, la plupart des vrais ciganes, des ciganes de sang brésiliens, sont catholiques ou de plus en plus évangéliques et ne participent pas aux cérémonies d'Umbanda. Même si certains se disent des fois ciganos, comme on en voit d'autres aussi, c'est pas que dans ce domaine-là, qui se font passer un peu pour ciganos pour se faire mousser un peu, voilà. Mais les vrais. Alors, voilà une cigane de sang qui réagit à ces entités pseudo-ciganes. Elle dit, ici au Brésil, en raison de la diffusion des cultures religieuses afro-brésiliennes qui font appel aux esprits ciganos dans leurs rituels, je constate une confusion quant à l'appartenance à l'ethnie cigane et au travail spirituel avec ces entités pseudo-ciganes. Cela engendre d'énormes préjugés, car ces personnes finissent par se dire ciganes sans aucune connaissance de l'ethnie, véhiculant ainsi une image déformée à la société. Bien que nous ayons de nombreux articles sérieux sur le sujet ici au Brésil, notamment en ligne, peu de gens s'intéressent à l'étudier, préférant associer les ciganos à une image mystique. Voilà. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Pardon. Quem tem pressa vai na frente. Eu nasci pra esperar. Quem quiser chorar que chore. Eu nasci para cantar. Minha
amante cigano da liberdade nua. Minha vida é rua, meu país é a lua. Sou amante cigano da liberdade nua. Voilà. Donc, voilà.